Bon, je crois qu'on peut y aller. Allez, on va commencer sur un petit sujet comme ça. La collapsologie. Tout petit. Ce truc qui va nous chauffer un peu, tu vois. Voilà, Tout de suite, on amène du piment. Exactement. En fait, ils vont très vite comprendre qu'on est... Vas-y, dis-les les noms. Les collapsologues sont des gens très froids, d'apparence rationnelle. Nous, c'est tout le contraire. On est d'apparence très chaud et on est vraiment rationnel, en vérité. Voilà. Alors, du coup, juste pour se chauffer un peu, en ce moment, moi, je suis content de faire cette interview déjà parce que je vois qu'en ce moment, il y a une grosse vague de collapsologie dans les médias, mais les médias mainstream maintenant. C'est plus un peu quelques sites internet. C'est Libération, c'est Le Monde, ça a été France 2 il y a quelques jours. Et on voit cette idéologie se diffuser largement dans la société. Ah, mais je l'ai vu dans Brut, Aurélien Barraud. Brut aussi, voilà. Dans France Culture, Pablo Servigne, Aurélien Barraud, je l'ai vu. Ça n'arrête pas, hein. Il n'y a pas une semaine sans qu'on le voit. Hein. Si on veut vraiment s'acharner à ce qu'il y ait un effondrement, on va y arriver, c'est évidemment qu'on va y arriver. L'effondrement, il est possible. Fondamentalement, les collapsologues, ils ont raison. Je veux dire, les données qu'ils donnent dans leurs conférences avec des jolis graphiques, dans de beaux PowerPoint bien animés, ces chiffres sont vrais. Mais c'est un constat, ils ont raison sur le constat. C'est sur la conclusion qu'ils ont tort. Où ils ont tort, ce n'est pas dans le fait d'envisager l'effondrement, c'est dans le fait de l'annoncer. Non, on n'aura pas d'effondrement, on n'en veut pas d'effondrement, personne n'en veut de l'effondrement. Il faut être fou pour vouloir l'effondrement. Donc ils sont dangereux dans l'idée qu'ils instillent à la population de cet effondrement, mais quelque part, si la population n'accepte pas l'idée que ce soit possible, je veux dire, rien ne sera possible non plus. Et je pense que les médias, s'ils les écoutent, en fait, c'est pour cette unique raison, c'est pour faire peur, c'est pour avoir peur, c'est pour prendre peur. Les journalistes eux-mêmes ont peur, ils sont pères, mères d'enfants, ce sont des humains, et qui reçoivent tous les jours, qui sont ensevelis de mauvaises nouvelles, bien plus que nous. Ils les reçoivent via toutes les agences de presse du monde entier. Ils vont eux-mêmes voir des catastrophes climatiques, les reporters y vont, puis salut Jules, t'étais où? Ben écoute, j'étais là, et puis j'ai vu ça, ah mon Dieu, tu te rends compte où on va, donc c'est des gens qui ont peur, et les collapsologues sont les seuls qui parlent. C'est tout simplement les seuls qui ont quelque chose à dire. Donc pourquoi ne pas les écouter, puisque c'est les seuls à avoir quelque chose à dire? Il n'y a personne devant. Il n'y a personne devant. Il n'y a personne pour les contrer, il n'y a personne... on n'est même pas certain qu'en fait ces gens eux-mêmes, que les collapsologues eux-mêmes ne seraient peut-être pas tout simplement heureux d'entendre des solutions. Que Denis Meadows considère que l'effondrement est le scénario gagnant, peut-être qu'il serait heureux qu'on lui dise ben non, on sait comment faire pour qu'il ne se produise pas, puis là peut-être ça c'est possible. Peut-être que ça le décompresserait, peut-être qu'il est hyper tendu, ben ma foi, voilà, ça y est, ben écoutez, on le savait, on n'a rien fait, on est mort, voilà. Puis peut-être que le fait que quelqu'un émerge, que quelqu'un qui a quelque chose à dire, qui a quelque chose qui représente une conclusion, qui se base sur ce constat que font les collapsologues, peut-être que ce serait une réponse à apporter morale, même pour les collapsologues eux-mêmes, c'est possible. C'est possible. Tous les collapsologues, j'ai peine à concevoir qu'ils soient profondément anticapitalistes. Jean-Marc Jancovici, par exemple, je ne le vois pas forcément anticapitaliste et je ne le vois pas dévier de l'anticapitalisme vers l'écologisme radical. C'est Jean-Marc Jancovici, il fait son travail de lobbyiste du nucléaire. Hein, c'est quelqu'un qui a dit si tout ce que nous laissons à nos enfants, c'est quelques déchets, moi ça me convient très bien. Donc je veux dire, voilà, il fait son boulot, il fait son job, il le fait très bien. Son site Manicor est quelque chose d'exceptionnel, mais c'est un site où on voit bien que les énergies renouvelables, tout ce qui pourrait compromettre sa thèse que nous allons manquer d'énergie quand nous devrons renoncer au pétrole, est sciemment écarté de Manicor pour rendre plausible la thèse. Si on intègre tous les éléments dont on a la connaissance, dont nous avons la connaissance, on voit que l'énergie, non seulement on ne va pas en manquer, mais on en aura de plus en plus et de plus en plus propre en fait. Donc voilà, Jean-Marc Jancovici fait son boulot, je ne le crois pas anticapitaliste. Non. Pablo Servigne, c'est un anticapitaliste. Ah oui, clairement, oui. C'est un décroissant, c'est un idéaliste, voilà, lui il rêve de petites fleurs, de jardin potager, de partage, et c'est évidemment une vie qui n'est possible que dans un monde
que dans le monde actuel, parce que autour de ces visions communautaires existe un monde. Si ce monde s'effondre, ces petites communautés ne seront plus rien que des noyaux voués à disparaître. Je veux dire, c'est de la naïveté de penser que dans un monde en lutte pour la survie, tout le monde sera heureux de partager et vivre solidaire. C'est ça qui est marrant avec les collapsologues, c'est qu'ils se font passer pour des gens très réalistes et très lucides, mais en vérité, quand on prend quelqu'un comme Pablo Servigne, hein, c'est vraiment de la naïveté. C'est carrément de la naïveté, je veux dire, c'est profondément naïf. Oui. Et puis c'est même mentir aux gens, parce que c'est ne pas leur dire ce que serait un véritable effondrement. Il n'en a peut-être pas conscience. Il n'en a peut-être pas conscience. Est-ce qu'il a un double discours ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il est profondément naïf en appelant les gens et en leur laissant penser que ça peut être cool finalement parce qu'on va être solidaire et qu'on va finalement sortir de toute cette décadence moderne qui nous a plombés pendant 200 ans et qu'on va enfin en sortir. Ben voilà, c'est ça. Retrouver la nature, etc. Moi, je comprends la jolie parisienne, là, dans un cabinet d'avocat, qui travaille en escarpin, voilà, machin. Elle arrive dans un éco-village qui érige tous ces décroissants en aéro. Ben c'est des vraies vacances. Elle découvre les joies du partage, de la solidarité. Oui, mais nous vivons dans une société sécure. Nous sommes dans un système en sécurité. Nous avons le capitalisme, ce vilain méchant capitalisme, qui apporte une sécurité, un niveau de vie. La population ne lutte pas pour sa survie. Alors il y en a qui disent oui, on voit que t'es pas donné. Mais si, je veux dire, le fait est qu'on a des pauvres, évidemment, mais ils ne luttent pas pour leur survie. Ils savent que s'ils ont besoin de quelque chose, ils vont aller l'acheter au magasin. Alors peut-être qu'ils vont acheter du bas de gamme, mais ils vont pouvoir l'acheter. Alors que demain, il n'y aura plus de magasin. Il faudra trouver à bouffer. C'est autre chose. Ça, c'est lutter pour sa survie. Et dans ce monde-là, ce serait totalement différent. C'est un monde d'ultra-violence, de méchanceté pure, quoi. C'est pas parce qu'il y a des noyaux de gens gentils qui vont vivre entre eux et qu'on va leur foutre la paix. C'est ce qu'on voit déjà dans certains pays. Hein. Ça ne se passe pas du tout de manière pacifique. Oui, au Zimbabwe, il y a carrément des agressions. Il y a des meurtres, il y a des attaques de ferme. Voilà, c'est pas... Oui. Donc le niveau de violence est totalement nié dans les théories de l'effondrement. En tout cas, par ceux qui ont inventé le terme, il y a vraiment un côté hippie, anarchiste, pacifiste. C'est très gentil, mais ça ne correspond pas à la réalité. On avait finalement un niveau de réalisme un peu plus élevé chez les survivalistes avant les collapsos. Il y avait les survivalistes, hein, finalement. La collapsologie n'est jamais qu'une reformulation un peu gauchiste et un peu hippie du survivalisme, qui étaient des gens qui avaient plus conscience quand même de cette violence potentielle dans le cadre d'un effondrement, mais là on n'y est plus du tout, et les gens arrivent à faire croire que c'est presque désirable en fait cet effondrement, et on en vient même à penser que de la même manière qu'à l'époque du communisme on attendait à ce que le capitalisme s'effondre, aujourd'hui on aimerait que la société thermo-industrielle s'effondre, et je me demande si derrière le fait de simplement dire il va y avoir un effondrement, il n'y a pas plutôt l'envie qu'il y ait un effondrement. Je ne sais pas comment tu le sens. C'est-à-dire que les gens, s'induisant cette idée d'un monde, d'une nouvelle société faite de partage et de solidarité, c'est une vision très simpliste de la réalité, mais qui exclut tous les autres paramètres de la société. C'est-à-dire que dans cette société, il n'y a plus d'innovation, il n'y a plus de système de santé. Il est hors de question d'avoir une société du partage qui établit un système avec de la recherche de haut niveau. La recherche de haut niveau, ça implique de l'industrie. L'industrie, ça implique du capital. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de... C'est pas... même s'il y a des chercheurs qui sont des gens généreux et qui acceptent de chercher gratuitement, pour pouvoir chercher gratuitement, il faut des équipements. Il faut des équipements électroniques, il faut de la recherche pour développer ces équipements. Tout ça, c'est une industrie. Il faut une industrie. L'industrie, c'est du pognon. Il n'y a pas de miracle, c'est du pognon. Si on supprime ce pognon, eh ben, il n'y a plus cette possibilité de rechercher, même si on est compétent, même si on ne va pas développer un médicament avec une cuillère en bois et puis un couteau en silex, quoi. Je veux dire, c'est hors de question, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il y a cette négation de la réalité, donc ça fait qu'on vivrait dans une société sans innovation, sans guérison, sans qualité de vie. Alors au milieu des petits oiseaux peut-être, mais pas très longtemps, on mourrait dans des souffrances atroces. Puis le problème, c'est qu'il y a cette décrédibilisation du système, cette défiance totale du système. Okay. Largement excessive. Ouais. Largement excessive. Donc on s'oppose aux politiques, aux vaccins, aux labos, au pharma, machin, tout est décrié. La technologie. Et donc ça fait que dès qu'on argue ça à un de ces décroissants, il va nous dire, eh ben tant mieux, on pourra se soigner avec des médicaments naturels, avec des plantes.
le fait est qu'à l'époque, on se nourrissait avec des plantes, on mourait à 35 ans, mais ça passe plus. L'idée du médicament, dans l'esprit des gens, ne passe plus. Ouais, enrichir les labos, les gros pharma qui sont du pognon sur notre santé, ils nous empoisonnent pour créer des médicaments. Et donc ça fait que ça devient facile à renier ce système pour préférer le nouveau, qui finalement va mieux nous soigner parce qu'on aura enfin nos médicaments naturels. Voilà. Donc il n'y aura plus les pharma pour nous empoisonner. Donc c'est facile de renoncer, de renier cette société qui nous apporte cette qualité de vie qu'on a aujourd'hui, puis qui engendre toute cette défiance. Et cette défiance, d'où elle vient? Eh ben, elle vient de l'effondrement. C'est-à-dire qu'indiciblement, la population, elle ressent bien que ce système, il est mort. Il est mort, et la population n'envisage pas une possibilité d'un monde en croissance, mais écologique. Et s'il n'est pas... Donc, s'il n'y a pas de croissance, on se retrouve dans ce système où il n'y a plus d'innovation, il n'y a plus de... Bon, donc on se rend très solidaire. Et s'il y a de la croissance, il n'est pas écologique, donc de toute façon, on va vers la fin du monde. Donc autant ne plus avoir de croissance, et puis ne plus avoir d'innovation, et puis on va vivre comme des béats dans la nature, avec nos petites fleurs, et puis on se fera une tisane quand on a un petit cancer, et puis voilà. Oui. Et on en est là. En oubliant de préciser qu'on sera quelques millions, pas quelques milliards. En oubliant on sera, oui, à ce moment-là, on sera plus que quelques millions, effectivement, parce que la violence, on aura connu un épisode de violence qui sera... C'est un monde à la Mad Max. Hein. Il n'y a pas seulement la violence, d'ailleurs, il y a aussi la capacité à nourrir une population qui, en dehors du système technologique actuel et de ses évolutions potentielles, nous fait redescendre totalement à des niveaux de population prémodernes, à savoir maximum 1 milliard d'êtres humains sur la planète, quoi. Et c'est obligé. Les chasseurs-cueilleurs n'étaient que quelques millions. Après, on a inventé l'élevage, l'agriculture, ça nous a fait passer à un petit peu plus de millions. Et puis après, c'est la modernité qui a permis cette explosion. Et dans ce monde-là, régressif, on est obligé de régresser dans la population. Parce que, par exemple, là, ces communautés qui vivent entre elles, elles se font volontiers leur popote sur le feu, c'est perçu comme écolo. Puis on te dit clairement, oui, mais un arbre, il absorbe du CO2 durant sa croissance. Puis donc, il le rejette dans la nature, voilà, alors on a bien appris les théories. Donc, quand on le brûle, on le rejette dans la nature, dans l'environnement, mais on n'en ajoute pas, comme le pétrole qui, lui, n'est plus au bilan depuis, voilà. Mais la réalité, c'est qu'il faut imaginer quelques millions, centaines de millions, milliards de personnes qui se chauffent. La vraie vérité, c'est que la plus grosse déforestation de la planète, c'est pas les multinationales en Amazonie qui ratiboisent l'Amazonie pour y planter du soja. Non, ça s'est passé en Afrique ou à Madagascar. C'est les populations elles-mêmes, les femmes qui, à force de tailler du bois, ont désertifié des pays entiers en Afrique. Parce que quand il y a 10 000 femmes qui, pour nourrir leur famille, vont couper du bois, c'est une chose. Quand elles sont 100 000, c'en est une autre. Quand elles sont 10 millions, ben, la forêt recule. Là, la forêt ne donne plus assez de bois pour cuisiner, et la forêt recule, et les femmes vont tous les jours de plus en plus loin pour aller chercher leur bois, de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin, et finalement, ben, c'est plus qu'un désert. Puis la population se déplace, parce qu'il n'y a plus le choix, elle s'est insensiblement déplacée au fil des générations, et puis finalement, ben, on n'a plus qu'un immense désert, parce qu'il n'y a plus du tout de forêt dans toute la zone. Voilà, et c'est ce qui s'est passé en Afrique, et on parle de zones autrement immenses que celle de l'Amazonie. Donc je veux dire, à un moment donné, il faut quand même prendre conscience que non, faire sa popote au feu de bois, c'est pas éthique quand on est dans une civilisation développée comme la nôtre, puis qu'on va camper le week-end. Mais pour bâtir une civilisation, non, c'est pas écolo du tout. C'est pas écolo du tout parce qu'il y aurait des milliers de communautés partout dans les forêts, même dans les villes. D'ailleurs, les villes seraient toujours occupées. Puis du coup, comme il n'y a plus de mazout, il n'y a plus de machin, ben, les gens ils abattraient des arbres pour se chauffer dans leur salon. Et ben, très rapidement, il n'y a plus de forêt en France, hein, je veux dire. Hein. Au Moyen-Âge, on a ratiboisé en 300 ans la forêt. Ratiboisé, il n'y avait plus un arbre. Et ça, c'est hors de question de gérer. Je veux dire, à un moment donné, il faut manger, il faut se chauffer, c'est des besoins. On est des dizaines de millions. Et ben, quand on était 30 millions de moins, on a réussi à ratiboiser la forêt. Aujourd'hui, on la ratiboise. Donc, on est voué à décroître sa population. Et comment on la fait décroître ? Je veux dire, c'est inéluctable. Il y a des choses qui sont évidentes, et donc le concept même d'effondrement est une absurdité. C'est une absurdité contre laquelle qu'on doit renier. Il faut que les gens prennent conscience de l'absurdité du concept.
l'absurdité de ce qu'on leur sert. Non, c'est pas un monde solidaire, amical, même si leur petite communauté à eux l'est, le reste du monde autour ne l'est pas. Et puis et cette petite communauté pacifique va voir arriver des hordes de gens qui, plutôt que de se réunir et s'organiser pour avoir à bouffer, vont simplement aller les piller, c'est tout. Et puis s'ils résistent, ils se feront abattre, et puis c'est après, voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas cette possibilité de monde. Ce monde n'existe pas. Quand j'ai écouté hier Aurélien Barraud sur une vidéo brute, je m'étais contenté de critiquer la vidéo sans l'écouter. Hier soir, je l'ai écouté. C'est incroyable. Il propose de baser le PIB sur l'amour, la beauté. Mais ça n'existe pas. Je veux dire, enfin, si ça existe, on y est même plus sensible que la moyenne, toi et moi, je veux dire. Nous, on vit pour cet amour, cette beauté, pour la préservation des espèces, pour l'écologie. Mais tu peux pas le quantifier parce que le problème, c'est que pour que cette beauté émerge, pour que cette qualité de vie émerge, on doit contraindre ceux qui s'y opposent. Et pour contraindre ceux qui s'y opposent, il faut des moyens qui induisent de la violence. Je veux dire, il faut de la police, il faut de la justice, il faut du pouvoir, c'est tout ce qui contredit cette beauté. Mais alors, si tu vas trop contre la méchanceté, contre les aspects négatifs de l'humanité, tu introduis un totalitarisme, tu n'as plus d'environnement favorable à l'espèce, enfin en tout cas il régresse, c'est des exemples du soviétisme, voilà. Si tu ne le fais pas assez, tu as une société violente, tu ne réprimes pas assez, donc tu as une société, c'est un coup-de-gorge pour les femmes qui se font violer dans la rue, je veux dire, voilà. Donc tu as besoin d'une certaine puissance pour maîtriser tout ça, pour apporter cette beauté. Je t'arrête parce que là tu viens de me faire penser à quelque chose, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait faire passer. Donc là, vous avez compris normalement que, en fait, on vous ment et que l'effondrement dont on vous parle, c'est simple, c'est la mort. C'est mourir. Et tu as évoqué les femmes. On voudrait notamment appuyer ce point-là. La situation des femmes dans un effondrement, c'est le retour de l'esclavage, du viol, de l'objectivation à puissance 10. Il faut bien avoir conscience de ça. Oui, il y aura probablement une solidarité intracommunautaire qui feront que les femmes pourront vivre, mais le niveau de violence qui va être généré par un effondrement, voilà, il suffit de s'informer sur ce qu'était la France avant que la monarchie absolue fasse régner l'ordre dans tout le pays. C'était une rivalité entre petits royaumes qui s'envahissaient, et à chaque envahissement, c'était un certain nombre de viols, d'abus, de violences faites aux femmes, etc. On l'a aujourd'hui en Afrique, le viol c'est une arme politique, donc il faut bien être conscient de ce qu'on vous vend quand on vous parle d'effondrement. Voilà, dans ce monde, la femme n'a plus rien, elle n'a plus de droit. Parce qu'il n'y a plus personne pour faire appliquer ses droits. Nous, on est féministes, on rêve d'avoir des femmes au pouvoir, on rêve, voilà. Mais dans l'effondrement, c'est plus possible. Ce n'est plus possible parce que la femme n'est plus qu'un objet. C'est la loi du plus fort. Le plus fort, c'est l'homme. Physiquement, l'homme, il est le plus fort. S'il veut une femme, il la prend. Il n'y a personne pour l'en empêcher. Pourquoi il s'en priverait? Alors, même si à l'intérieur d'une communauté, ce n'est pas le cas parce que, évidemment, cette communauté, elle aura eu l'intelligence de se créer une justice, elle n'est pas seule au monde, cette communauté. Ce n'est pas qu'on aura une seule communauté intrasolidaire de 2,5 milliards de personnes. Non. C'est des millions de communautés. Et puis, toutes n'auront pas les mêmes principes. Voilà. Il y en aura des tas qui seront plutôt organisés en gang. Bien sûr. Et puis, voilà, alors il s'agit d'organiser notre survie. Alors, on organise notre survie en attaquant les autres. Voilà. D'autres seront de s'organiser en se sécurisant derrière de hautes forteresses, puis en cultivant son jardin et en vivant chichement. Mais chaque communauté aura ses principes. Et ma foi, c'est les plus violentes, ces communautés les plus pacifiques n'auront jamais la capacité de se protéger contre les plus violentes. Voilà. Jamais. Exactement. C'est pas possible. C'est juste pas possible parce que c'est un niveau de violence que les gens ne conçoivent pas. Non. D'être attaqué par un gang d'hystériques, c'est un niveau de violence que ces gens, ces idéalistes adorateurs de ces décroissants, n'envisagent même pas. C'est un niveau de violence, c'est pas où, mais je vais me défendre. Oui, mais te défendre avec quoi? Avec une cuillère? Avec un bout de bois, avec une bûche? Le mec, il arrive en face, je veux dire, il a passé sa vie à créer une arme pour te détruire. Pendant que toi, tu as passé ta vie à créer un potager pour survivre, ben lui, il a passé son temps à créer une arme pour te détruire, pour te prendre ce que ton potager a produit. Tu ne peux pas lutter, c'est pas possible, c'est pas possible. Pour illustrer, je sais pas moi, imaginons les États-Unis qui attaquent de toute leur puissance de feu la Namibie. Voilà.
Les Namibiens, ils sont pacifistes, ils sont gentils, ils ont souvent reçu sur la gueule, voilà. Maintenant on leur fiche la paix, on commence à envisager de les indemniser. Là tout d'un coup les États-Unis, de toute leur puissance de feu, vont les attaquer. Les Namibiens, ils auront posé toute la gentillesse qu'ils veulent. Hein. Ouais. Je veux dire, ils sont rayés de la carte en 2 heures. Quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut quand même être réaliste sur les choses. Quoi. Je veux dire, là, on parle d'une, je sais pas moi, 300 personnes qui ont fait le réco-village, qui vivent heureuses. Les femmes sont les égales des hommes, les enfants jouent, ils ont même une école, ils ont même un petit hôpital, hein, voilà, ils ont réussi à s'organiser. Voilà, puis d'un coup arrive un gang de sauvages hystériques qui arrivent même avec des arbalètes en bois qui font 4 mètres de large, machin, qui crachent des boules de feu, puis des machins. Le village est ratiboisé, et puis c'est fini, point barre, terminé, fin de l'histoire. Voilà, c'est tout. C'est un niveau de violence, c'est un niveau de méchanceté que les gens ne conçoivent pas. Les gens ont peur, ces idéalistes qui supportent ces décroissants ne sont incapables de concevoir l'idée même d'un tel niveau de méchanceté, qui pourtant est quelque chose de très courant. C'est vraiment quelque chose de très courant sur la Terre, je veux dire, mais tant qu'on n'y a pas été confronté, on n'imagine pas, quoi. On ne s'en rend pas compte. On peut être, par exemple, on peut être pour ou contre la peine de mort, mais celui qui est typiquement contre la peine de mort, c'est un citadin un peu intellectuel qui a de bonne éducation, voilà, il n'a jamais été confronté de sa vie à la méchanceté, jamais. Jamais. Tout d'un coup, un jour, il est surpris, alors il écrit un livre pour exprimer son ressenti, voilà, je vous envoie des roses. Mais si ça se produit 5 fois dans sa vie, il va quand même changer d'optique. Donc je veux dire, il y a un moment donné, je ne dis pas qu'il faut réintroduire la peine de mort ou quoi que ce soit. Je dis qu'il faut juste être réaliste sur la méchanceté de la réalité d'une situation où il n'y a plus de moyens de contrainte pour opprimer la méchanceté, plus du tout. Déjà aujourd'hui, la méchanceté elle est toujours là. Les gens d'un côté, ils idéalisent le modèle qu'on leur propose après l'effondrement. De l'autre, les mêmes n'arrêtent pas de gueuler contre l'insécurité. Jamais on a vécu dans un système aussi insécure. Alors qu'en réalité, il n'y a jamais eu aussi peu de morts. Hein. Il y a 100 ans en arrière, pour traverser Paris à 23 heures, il fallait être armé d'une canne épée, d'un pistolet, d'un machin. C'était bien si on arrivait de l'autre côté vivant. Hein. Donc je veux dire, on vit vraiment dans une société sécurisée. La France est un des pays les plus sécurs du monde et malgré tout, ces gens se plaignent. Donc d'un côté, ils se plaignent de l'insécurité et de l'autre côté, ils croient en cette gentillesse de communauté. Comme si le reste du monde n'existait pas, quoi. Voilà, on va nier le monde dans notre petite communauté à nous. Après, puis le reste du monde, on va les ignorer parce que, après tout, eux, ils vont vivre dans l'opulence. Pourquoi on irait les embêter? Hein? Franchement, regarde-les comme ils sont mignons. Oui, je suis navré pour eux, voilà. Donc c'est pas possible, ce n'est pas possible. C'est quelque chose, c'est un système dans lequel il y a une grosse part de gens qui aujourd'hui sont des gens qui semblent gentils parce qu'ils font partie de la société. Ils sont dans cette société, ils n'ont pas besoin de lutter pour leur survie, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas déterminés, puis que dans un système après un effondrement, ne soient pas des gens qui deviennent très méchants, juste par nécessité. Oui. Et encore une fois, il n'y a pas seulement la question de la violence, hein, il y aura le niveau, la capacité des gens à se nourrir, à se soigner, etc. Donc oui, il va y avoir vraiment énormément de morts, et d'ailleurs, il suffit de regarder les dernières annonces de Denis Meadows qui disait à la fin du siècle, il y aura quelques milliards d'êtres humains en moins sur cette planète. Et Denis Meadows, il a viré un collapso, clairement. Donc il faut être conscient que même si les collapsologues ne vous le disent pas beaucoup, ou c'est glissé en quelques petites phrases au milieu d'une conférence, on parle bien de milliards de morts pour des raisons de violence, de nourriture, de santé, etc. Donc, nous, on propose autre chose. Oui, et aujourd'hui, donc, je suis heureux vraiment de recevoir Thierry Curti, parce que Thierry Curti, c'est quelqu'un qui réfléchit à fond depuis plus de 10 ans sur une alternative à cet effondrement. Et c'est quelqu'un qui a étudié profondément une quantité énorme de sujets pour pouvoir synthétiser dans sa tête une solution globale qui nous permettrait d'éviter cet effondrement. Alors bien sûr, il ne sort pas tout ça de son chapeau non plus, il s'appuie sur toutes les innovations qui sont en train d'être faites
dans la science, dans la technologie, dans les moyens d'agriculture, etc. Dans le social. Dans le social, oui, bien sûr. Ça existe. Et on parle de tout ça. Et donc, on s'est rencontrés il y a quelques temps parce que bien, moi, je vous parlais du courant constructif et je disais que vraiment, on converge vachement dans nos deux approches, puisque lui, ça fait plus de 10 ans qu'il compile des solutions sur son site, notamment LMC Today. Et moi, ben, ça fait pas encore 10 ans, mais ça ne va pas faire loin non plus, que je balance des solutions sur journalisme constructif qui est devenu depuis peu, comme vous le savez, le courant constructif. Et donc, moi j'ai étudié le travail de Thierry, j'ai trouvé ça mais, tellement pertinent, tellement puissant et en même temps si peu reconnu dans le contexte actuel où il y a un énorme besoin qu'émerge cette alternative-là. Donc je me suis dit, je vais lui donner la parole. Thierry Curti, certains d'entre vous le connaissent parce qu'il a débarqué il y a quelques semaines ou mois, je ne sais plus, sur le courant constructif. Et depuis qu'il est là, hein, on est passé à un autre niveau. Il élève le niveau. C'est quelqu'un qui empêche les gens de tourner en rond et qui n'a pas peur de rentrer dans l'art quand c'est nécessaire. Hein. Et donc tout ça crée une atmosphère beaucoup plus polémique, beaucoup plus vive et beaucoup plus vivante en somme. Et moi, je me réjouis du fait que grâce à Curti, grâce à John, grâce à d'autres qui sont là, on a vraiment maintenant une atmosphère intellectuelle, à un très très bon niveau intellectuel sur courant constructif. Et donc, dans le cadre de cette rencontre, je me suis dit qu'on va donner la parole à Thierry Curti, parce que Thierry Curti, c'est quelqu'un qui a des solutions vraiment sérieuses, qu'il a mis au point pendant des années. En fait, je crois que personne ne te donne la parole, à part toi-même en fait. Donc moi j'ai décidé de le faire. Peut-être que d'autres personnes en tout cas s'intéressent à ton travail. Le problème c'est que j'ai jamais vu quelqu'un venir t'interviewer. Mais le problème c'est que pour interviewer quelqu'un, le rôle des journalistes, c'est pas de rendre quelqu'un célèbre. C'est de donner la parole à quelqu'un qui l'est. Je suis suivi par des milliers de gens, mais je tiens un discours qui est tellement radicalement opposé au courant traditionnel, on va dire, c'est déjà traditionnel, effondrement, machin, souffrance écologie, venir dire comme moi, qui affirme que la seule solution pour l'avenir c'est la croissance, tout de suite les arguments sont les mêmes, ouais c'est ça, change rien, t'as raison. Comme si tu venais du passé. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors qu'en réalité, c'est justement, moi je propose un avenir. Ouais. Je propose un véritable avenir. Je propose d'éviter l'effondrement. Si on veut éviter l'effondrement, il nous faut de la croissance. Et ça, c'est un discours, alors ça interpelle, alors ça intéresse, mais bon, comme tu l'as fait remarquer, disons que j'ai un peu de caractère quand même. C'est sûr. J'en suis assez fier. C'est très bien. C'est un de merde avec un particule. Et c'est alors, bon, ben, on n'aime pas évidemment, ouais. Hein, mais seulement j'ai une force qui fait que ça interpelle. Oui. Mais ça fait que les gens n'entendent pas chez moi ce qu'ils veulent entendre. Il y a encore peu, je suis arrivé sur Facebook en 2011, jusqu'en 2016, quand j'applaudissais à la disparition du travail, je recevais des menaces de mort. Les gens veulent entendre qu'on va leur donner du boulot. Maintenant, ils ont compris que c'était fini, le travail c'est fini, maintenant ça passe, je ne reçois plus de menaces, je reçois des messages de remerciement, mais il a fallu essuyer les plâtres, hein. Il a fallu des années et des années de travail acharné. Je dis travail acharné, c'est jour et nuit. Hein. Oui, tu es un énorme bosseur. Hein. C'est quelque chose qu'on a en commun. Je suis un véritable acharné. Il faut que les gens comprennent bien que toutes ces solutions qu'on vous balance, elles ne sortent pas comme ça de nulle part. C'est des heures et des heures de travail chaque jour pour les trouver, les classer, les vérifier, les partager, les commenter, les défendre face aux attaques polémiques. Oui. Donc c'est un travail plus qu'à plein temps, hein, c'est jour et nuit hein, pour Thierry, depuis plus de 10 ans. Donc si les solutions qu'on vous balance, elles ont un certain niveau, c'est pas pour rien. Derrière, il y a du travail. Il faut juste que vous en ayez conscience. Les personnes comme Thierry, c'est des gens qui ont décidé de consacrer leur vie à ça plutôt qu'à autre chose. Ils auraient très bien pu réussir dans plein d'autres choses. Mais ils ont décidé de le faire parce qu'ils tiennent quelque part à l'humanité et ils ont un certain émerveillement pour cette planète. Et ils tiennent à ce que ça continue. Voilà. Cette planète, elle doit rester comme alors, on doit la maintenir, je veux dire. Il est hors de question d'avoir un effondrement. C'est hors de question. L'humanité doit continuer à avancer.
Elle a ceci de particulier qu'elle a une énorme adaptabilité. L'humanité a énormément de résilience. Elle a énormément... Notre société moderne, notre société contemporaine est très fragile. Oui. On a eu des avions qui se sont crashés dans les tours jumelles, ça fait 3000 morts. Pour nous, ça a été un choc énorme. Mais pendant qu'on tuait 3000 personnes dans les tours jumelles qui se sont effondrées, on rase des villes entières ailleurs. Et puis pourtant, ces pays se reconstruisent. Donc l'humanité, quand elle est confrontée à un choc, elle est capable de résilience. Et on l'a vu d'ailleurs, alors le problème c'est que nous on a subi ce choc des tours jumelles, c'était l'hystérie dans le monde. Alors maintenant on peut littéralement plus voyager, on doit donner nos accès aux réseaux sociaux, on nous fouille nos ordinateurs. Alors qu'avant, l'attentat du World Trade Center, on prenait un passeport, on n'avait pas de visa. Moi en tant que Suisse, je pouvais prendre l'avion pour New York sans problème. Je plaquais mon passeport contre la vitre, on me glissait. Je baissais mes lunettes de soleil pour qu'on voit que c'est moi, et puis c'est bon, je passais quoi. Voilà, c'est tout. Il n'y avait pas plus de formalité que ça. Hein. Et là, quand ça s'est produit, j'ai dit, le monde va changer. Et depuis, les transports, on a blindé les cabines, machin. Il faut montrer 5 fois patte blanche avant de monter dans l'avion. Tout est fouillé, tout est étudié. Tu dois demander un visa. Pour obtenir ce visa, tu dois donner l'accès à tes réseaux sociaux. On va pougner ta vie, on va voir qui tu es, ce que tu as dit, ce que tu penses. Et certaines personnes qui ne sont absolument pas des dangers n'obtiennent tout simplement pas de visa. Juste parce qu'elles ne sont pas perçues comme étant pro quelque chose. Voilà, elles ont dit, écoutez, vous ne correspondez pas à l'esprit, bon, plus de visa. Voilà. Ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est au Royaume-Uni, le Royaume-Uni était fier d'avoir des djihadistes qui montaient sur une caisse avec des mégaphones et puis qui en appelaient au djihad. Depuis, ils sont un peu revenus en arrière quand même. Hein. Donc, je veux dire, le monde, il a changé. Ça veut dire qu'on a fait reculer notre démocratie. On a renoncé à une part de notre démocratie, ce qui faisait notre essence. Rien qu'à cause de ce choc. Je veux dire, ça nous a créé un choc psychologique. Donc notre société contemporaine ultra complexe, elle est fragile. Ça ne veut pas dire que l'humanité est fragile. L'humanité, on le voit dans ces pays en guerre, elle est d'une résilience énorme. Et cette résilience, elle se traduit au travers de l'innovation, de l'idée, de la créativité, il y a des gens qui inventent des solutions technologiques, sociales, sociétales. Moi, j'ai inventé un concept sociétal. Et le problème, c'est que quand je dis qu'on va mettre à la nécessité d'avoir un emploi pour vivre, c'est perçu comme un moyen d'appauvrir la population. Oui. Alors que c'est le contraire, moi je veux abolir la pauvreté. Enfin, pas la pauvreté, la misère. Je veux supprimer la misère, et c'est le travail qui crée la misère. On supprime le travail, on supprime la misère. Alors oui, mais de quoi on va vivre? De quoi on va vivre? Mais attendez, au lieu de produire inutilement des biens de consommation en masse juste dans le but d'avoir du travail, on va cesser de produire ces biens, puis on va produire de l'intelligence. Et l'intelligence, ça vaut quand même beaucoup plus cher que la production. On le sait que l'intelligence, ça vaut plus cher. C'est pas pour rien que quelqu'un qui ne fout rien, entre guillemets, qui se contente d'écrire des thèses, gagne très bien sa vie, alors que le mec qui est cantonnier, qui entretient le mobilier urbain puis le machin, gagne très mal sa croûte. Voilà, c'est pas pour rien, c'est l'intelligence qui vaut quelque chose. Et donc, on va valoriser l'intelligence, on va créer l'interactivité, on va apporter un rôle à l'être humain, on va élever la population au rang suivant qui lui revient de droit. C'est une évolution logique. C'est une évolution complètement logique, parce que si on réfléchit bien, à chaque siècle, sa transition sociétale. Ça n'a pas toujours été le cas. Le délai de similarité, il a changé au fil du temps. Qu'on naisse en 1420 ou en 1460, le monde il n'avait pas beaucoup changé. Alors il y a peut-être eu une guerre, voilà, entre nous il y a peut-être eu la guerre, c'est possible. Mais fondamentalement, on avait le même mode de vie, les mêmes maisons, le même feu, avec le même chaudron, voilà. Qu'on naisse entre 1810 et 1860, déjà le monde il avait bien changé. Qu'on naisse entre 1950 et 1970, il y a plus de 20 ans de délai de similarité. Déjà entre 1950 et 1970, en 1950, je veux dire, chiotte sur le palier, on commence à accéder au crédit, il apparaît les premières télés. 1970, tout le monde roule en grosse américaine, tout le monde a des salles de bain, tout le monde a le téléphone, on travaille moins, les salaires sont montés, les villes sont devenues modernes, on a goudronné les routes, etc., 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 etc. Le courant est arrivé dans les campagnes, le taux d'analphabétisme a été divisé par 2, juste en 20 ans. Juste en 20 ans. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, qu'on naisse en 2010 ou qu'on naisse en 2020, le monde n'est pas le même. En 2000 ou en 2010, c'est pas pareil. On peut même dire qu'en 2010 et 2015, c'est déjà pas pareil. Oui.
En 2015 et 2020, c'est très différent, mais on peut même dire aujourd'hui qu'on est en 2020 ou en 2022, ce sera plus pareil. Totalement. Là, on a une courbe exponentielle d'évolution Voilà. et on n'est qu'au début. On est vraiment qu'au début. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et tout ce que ça va impliquer en termes d'évolution de la cognitivité humaine, etc., il y a vraiment de quoi penser. Il y a un potentiel qui est gigantesque, qui est tel que l'humanité, que l'humain moyen ne le conçoit pas aujourd'hui. Donc il en conçoit même de la peur, puisqu'il n'est pas capable de l'appréhender. Oui, voilà. Alors qu'en réalité, systématiquement, les réponses sont oui, moi je suis pas d'accord parce que on va en faire ci ou ça. Oui, mais tant mieux. Tant mieux qu'il y ait des gens qui l'utilisent mal, parce que si des gens l'utilisent mal, c'est qu'il y en a qui l'utilisent bien. Et toute chose qui existe dans ce monde est mal utilisée. Alors moi, je voulais préciser déjà que j'accueille aujourd'hui Thierry dans le cadre d'une nouvelle série qu'on va faire, c'est la série des interviews constructives. Voilà. Donc dans ce cadre-là, on interviewera un certain nombre de personnes qui ont un discours constructif. Dans cette situation très chaotique, on a besoin de gens qui tiennent ce genre de discours et qui apportent de la matière pour renforcer cette tendance-là dans l'humanité actuelle. Et donc, dans ce cadre-là, je suis vraiment heureux de recevoir Thierry aujourd'hui et on va peut-être un petit peu parler de ton parcours. Comment tu en es venu à réfléchir à toutes ces solutions? J'imagine que ça ne s'est pas fait en un coup. On n'invente pas comme ça cette solution. En plus, c'est une solution qu'on va voir systémique. Oui, donc voilà, elle est vraiment, il y a plein d'aspects et c'est très intégré, c'est très cohérent et on ne vient pas là-dessus comme ça d'un coup. Donc, qu'est-ce qui t'a amené déjà à avoir envie de réfléchir aux solutions? Quand j'avais 16 ans, j'étais un pilier de bar dans mon village. Là. On l'était tous, hein, je veux dire, voilà. Et un jour, je lis dans l'Express, c'est la feuille de chou du canton de Neuchâtel, du sud du canton de Neuchâtel, dans le haut c'est l'Impar, l'avis d'un ingénieur du laboratoire cantonal du canton de Neuchâtel, qui explique quelque chose qui aujourd'hui est reconnu, mais qui à l'époque c'était révolutionnaire en fait, c'était quelque chose d'assez nouveau, que par des processus chimiques, donc ça se trouve sur internet, hein, le truc, l'azote se transforme spontanément en CO2. Donc en fait que le réchauffement climatique va s'accélérer, il va s'emballer, le climat va s'emballer. J'avais 16 ans, j'en ai plus de 50 aujourd'hui hein, quand même, hein. Donc on parle, ça fait un moment en arrière. Puis je dis ça à un ami au bistrot, quelqu'un qui était un individu assez paradoxal, très intelligent, qui me dit mais non, c'est pas trop tard. L'humanité va s'adapter, on va inventer des solutions. Ça m'a interpellé. Et donc c'était un petit ferment, cette réaction de sa part, non, l'humanité va s'adapter. Et effectivement, à partir de là, mes intérêts se sont plus orientés vers la résilience humaine, vers la philosophie humaine. C'est au lieu d'être un militant pour les droits des animaux, un militant, voilà, comme tout le monde, j'ai pas milité en fait. Je me suis contenté de m'intéresser, puis de faire ma vie, parce que mes propos à l'époque étaient beaucoup trop progressistes. J'avais lu un livre d'un type qui s'appelait Professeur Ford, aux États-Unis, rien à voir avec la famille Ford, rien à voir avec l'acteur John Ford. Je crois d'ailleurs qu'il s'appelait John Ford. C'était un chercheur qui expliquait qu'en 2030, le travail aurait disparu. On était dans les années 80. Hein. Alors, c'était la joie, c'était l'insouciance, l'argent coulait à flot. C'est vraiment, voilà, en 1984, je veux dire, si on voulait créer un commerce, on n'avait rien, on allait à la banque, on nous allongeait le crédit sans discussion, hein, je veux dire, hein, c'était la folie économique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on paye la facture aujourd'hui, hein, parce que ça coûte assez cher. Et donc, voilà, on était dans l'insouciance et du coup, ça passait pas comme ça. Non, mais bien sûr que non, on s'en travaille. Et puis, mais j'avais déjà, à l'âge de 16 ans, une petite réputation dans mon coin. Mais je veux dire, c'était des propos qui ne passaient pas, qui en plus n'étaient pas construits.
ils étaient véritablement que très empiriques, quoi. C'était des visions empiriques que j'avais, quoi. Que je trouvais logiques dans ma construction cognitive, mais qui concrètement ne reposaient pas sur grandes choses, quoi. Il n'y avait rien de véritablement factuel à l'époque. En 84, le réchauffement climatique était quelque chose d'encore impalpable, la fin du travail était impalpable, je veux dire, tout le monde avait un bon niveau de vie, voilà, la misère, on ne la voyait même pas. Donc tu as commencé à développer un focus solution voilà. À ce moment-là. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir... déclic et après ça s'est développé. C'est-à-dire que ça s'est élargi, ma vision sociale s'est élargie. Parce que je suis né dans l'idée que la vie s'obtient par le travail, voilà, qu'on s'émancipe par le travail, que le lien social vient du travail, tout ça. Je veux dire, je suis né... j'ai été athée très tôt, mais peu importe, je veux dire, c'est pas le fait d'être athée, ça n'a rien à voir. Je ne reproche même rien aux religieux, en fait, quelque part. Sur Facebook, si, parce que voilà, c'est un peu mon combat, mais dans la vie, rien, ça ne me gêne pas, la spiritualité ne me gêne surtout pas, loin s'en faut. Mais ça fait que j'ai baigné dans cette idée, et donc j'ai élargi ma vision sociale. À partir de là, j'ai élargi ma vision sociale, parce que j'ai découvert que tout un monde existait en dehors du mien. Moi, j'étais dans mon monde de pauvre, pas très pauvre, j'ai jamais manqué de rien, j'ai toujours eu quelques jouets, je veux dire, j'étais bien soigné, j'ai porté un appareil dentaire pendant des années, pour pouvoir bien, voilà, j'ai bénéficié de tout. De tout ce qui existait, je l'ai eu. Je me prenais des bains chaque dimanche, l'eau était bien chaude, l'appartement était bien chauffé, je faisais 21, 23... Voilà. Donc j'ai jamais manqué de rien, j'ai jamais eu faim, j'ai jamais eu froid, voilà, quand j'étais malade, je me faisais soigner, impeccable. C'est quelque chose, donc même pauvre, je veux dire, j'avais un niveau de vie quand même qui est extraordinaire. J'étais parmi les plus pauvres de Suisse, et pourtant parmi les plus riches du 5% de la planète, quoi, je sais pas, je faisais partie de l'élite, quoi, l'élite mondiale quelque part. Donc je veux dire, voilà, et là j'ai élargi mon horizon, puis j'ai découvert des choses qui sont ahurissantes, et puis sont arrivés par derrière les faits. C'est-à-dire que la société a naturellement évolué sous la pression de la technologie, des nouvelles contraintes écologiques, etc., etc., etc. Et puis tout ça, ça finit par s'imbriquer. Puis pour arriver finalement à me permettre à concevoir un environnement qui soit complètement cohérent, qui soit complètement intégré, et qui ait la particularité, contrairement à ce que prônent les décroissants et autres, à n'avoir rien d'utopique. C'est-à-dire que j'ai rapidement compris que si on veut avoir un avenir, il ne faut pas renverser la société. On ne doit pas la changer, elle ne doit pas fondamentalement changer. Si on supprime la misère, on n'a pas changé la société pour autant. Il y a toujours des riches, il y a toujours des pauvres. Si on supprime la maladie, il y a, je veux dire, certaines maladies, en tout cas les maladies les plus graves, il y a toujours des malades, il y a toujours des gens en très bonne santé. Et c'est la même chose pour le travail. Si on supprime la nécessité d'avoir un emploi pour vivre, on a toujours le travail, mais de meilleure qualité. C'est des emplois mieux préservés, mieux rémunérateurs. Et ceux qui n'ont pas d'emploi, au lieu de ne servir qu'à se chercher un emploi, ont une fonction dans la société. On peut leur offrir une vraie fonction dans la société, dans l'objectif de construire la société. Tu n'es pas un radical finalement, tu es sur des ajustements de la société qui font qu'on change de paradigme, mais pas en attendant quelque chose de totalement utopique. Voilà, il n'y a pas d'idéal décroissant, écologique ou je ne sais quoi. L'écologie, je dis des choses très précises. Voilà, c'est ça. Tu tiens à ajuster qui font que tout. Mais c'est des milliers de choses. Tous les curseurs doivent être bougés. On a le monde. C'est très précis, quoi. Et c'est très précis. Des ajustements qui font qu'on bascule dans un autre paradigme. Mais c'est pas la révolution. Voilà, on ne renverse pas la table. Moi, j'ai l'habitude de dire, je ne renverse pas la table, je me contente de laver la vaisselle et de remettre le couvert. C'est tout. Et c'est juste des curseurs à bouger. Et ça paraît pas évident, ça paraît pas évident à la population. Ça demande un bon niveau de connaissance, en fait. Pour voir quels sont les paramètres qu'il faut ajuster pour basculer dans ce genre. J'ai étudié mon truc, je veux dire, c'est pas tombé tout seul. J'ai lu des quantités de trucs hallucinantes, quoi. Ça surprend quand je dis que Milton Friedman était un humaniste. L'ultra-néolibéral qui détestait tout le monde, hyper-capitaliste. Mais seulement oui, mais moi je ne l'ai pas lu comme le libéral. J'ai lu
je l'ai lu quand il dit qu'il n'est pas normal qu'il y ait de la pauvreté. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce mec, il ne supportait pas la misère. Pour lui, il n'était pas normal qu'il y ait des gens qui ne sont pas soignés. Puis c'est là que ça m'a interpellé. Je me suis dit, attends, ce type qu'on me présente comme ultra libéral, que tout le monde se démerde, que tout le monde marche sur les autres, en fait, ce mec, tout ce qu'il voulait, lui, c'est que tout le monde vive. Alors, j'ai cherché à comprendre. Puis j'ai croisé ça avec Karl Marx. Et en fait, Milton Friedman et Karl Marx, ils disent la même chose. Non seulement ils disent la même chose. qu'ils ont la même intention. Non, ils disent la même chose. Oui. Ils disent la même chose, ils sont aussi libéraux l'un que l'autre. Aussi libéraux l'un que l'autre. Karl Marx, il était aussi contre le pouvoir. Il était aussi pour que l'ouvrier puisse s'émanciper, pour son autodétermination, pour seulement l'un a une vision sociale, puis l'autre une vision sociétale. C'est l'un a une vision philosophique, l'autre a une vision technique de la société. Milton Friedman, c'est de la technique. Pour lui, les ministères, ils ne servent à rien, les machins, ils ne servent à rien, blablabla. On est presque dans l'anarchie. Et puis Karl Marx, lui, c'est le contraire. Il faut un État fort, un machin, parce que l'ouvrier, il a besoin d'un référent, etc., d'un arbitre, voilà. Mais en fait, ils disent en réalité techniquement la même chose. Et c'est surprenant de croiser ça, d'aller aussi loin que ça. J'ai lu des aberrations sur Adam Smith, qui soi-disant, il y a encore quelques années, on croyait que Adam Smith, il justifiait l'esclavage. Alors que c'est pas vrai. Il était un des plus ardents opposants à l'esclavage. Il était membre de la plus puissante société anti-esclavagisme. Et il explique dans ses livres pourquoi l'esclavage est une aberration. À un moment donné, il explique que la richesse créée par les champs de coton aux États-Unis ne suffit pas pour faire marcher la société. Et c'est pour ça qu'il y a cette ségrégation. Parce que la richesse qui a été créée par les esclaves n'a pas enrichi les esclaves, qui pourtant font partie de la population. Et donc ça fait que ça n'enrichit que les planteurs, que leurs maîtres. Et donc ça fait que cette richesse, encore aujourd'hui, cette fracture n'existe pas parce qu'il y a une fraction de la population qui n'a pas accès à cette richesse, qui n'a pas été créée. On apprend quand on le lit que celui qui produit doit être rémunéré pour pouvoir s'insérer dans cette société économique, de sorte qu'il en fait partie intégrante. Et si on n'a pas ça, on a une société discriminante qui génère de la misère. Et on en est là pour tout un tas de raisons. Si Karl Marx il avait écrit son livre en 1974, le contenu n'aurait pas été le même, parce qu'il n'était pas confronté à la même chose. Moi, je dis souvent que la révolution ouvrière dont il parle, elle s'est produite. Si on réfléchit bien, l'ouvrier il a acquis des droits, il a acquis les droits que Karl Marx réclamait quelque part. Donc c'est à l'époque où il vivait, il faut lire Germinal pour comprendre ce que vivait l'ouvrier. C'était vraiment un esclave. C'était un esclave. L'humain était un esclave. Seulement à cette époque-là, il n'y avait que 1-2% de la population qui disposait d'argent pour investir, pour créer l'outil de production. Et il fallait bien des gens pour travailler dedans, là, puisque la technologie ne permettait pas d'y suppléer. Et donc on a créé l'inégalité de fait. C'est même pas volontaire. Si les paysans, dans leur campagne, qui ne savaient ni lire, ni écrire, et à peine parler, avaient eu de l'argent, ils auraient pu investir pour créer l'outil de production. Mais ils n'auraient même pas eu l'idée de créer l'outil de production. Il y avait 2% de la population qui possédait l'argent, le pouvoir et la connaissance, qui étaient éduqués. Et donc, fatalement, c'est eux qui ont créé l'outil de production, donc ça fait d'eux des maîtres. Ce n'est pas le capitalisme qui fait qu'il y a des maîtres et des esclaves. Non, c'est du fait qu'il y a eu cette dichotomie, à un moment donné, qui s'est créée entre le haut et le bas de la population. Au XXe siècle, ça s'est assoupli. L'essentiel des riches aujourd'hui sont des gens qui sont de petites conditions à la base, mais ce n'est pas suffisant. La démocratie n'existe pas encore. Le capitalisme tel que décrit par Adam Smith, par Ricardo ou par Pascal n'existe pas encore. Je veux dire, on n'a pas de système vraiment capitaliste. Et donc, on est en train de détruire ce qu'on a fait, alors qu'on n'a pas fini de construire ce qu'on a commencé. Et on s'est retrouvé. Alors moi j'ai réfléchi sur tout ça, puis j'ai cherché un moyen de rendre la société acceptable en excluant l'idée d'un système qui soit capitaliste ou socialiste. J'ai essayé de me placer au-dessus de ça, parce que je vois que tout le monde considère la société actuelle comme capitaliste, alors que ce n'est pas le cas,
et que beaucoup en appellent au socialisme alors que ce n'est pas la réponse. Alors, on va faire une petite pause là-dessus. En quoi la société actuelle n'est pas capitaliste? Est-ce que tu peux éclairer ce point pour les gens qui ne connaissent pas forcément ta pensée? Eh bien, la définition même du capitalisme, c'est Milton Friedman qui nous l'apporte. Milton Friedman était venu en France pour une conférence. Puis quand on l'a interviewé, il s'est étonné du nombre de pauvres en France. Alors, il y en a beaucoup plus aux États-Unis. Hein. Mais aux États-Unis, il en connaissait la cause. En France, il s'est étonné de ça, non pas en constatant les pauvres, mais sur le fait qu'on a réussi à en avoir si peu. Alors comment ça se fait qu'il y en ait encore? Donc pour lui, c'était anormal. Dans sa conférence, il disait qu'une société qui laisse des gens sur le bas-côté a une économie non fonctionnelle. Le capitalisme ne peut pas créer de misère. C'est pas possible, tout simplement parce que celui qui produit reçoit sa juste rémunération pour sa contribution personnelle à la production globale de richesse ou à la production de richesse de l'entreprise pour laquelle il travaille. Et donc s'il y a de la misère, c'est qu'il y a des gens qui ne reçoivent pas leur part. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, Milton Friedman était pour l'impôt négatif, qui n'est rien d'autre qu'un revenu de base. Je veux dire, il était pour le revenu de base. Pour cette raison, parce que le capitalisme doit redistribuer, et il n'était même pas forcément par humanisme. Il trouvait la souffrance humaine abominable, mais il l'était par le fait qu'un système capitaliste qui redistribue à la misère fait plus de consommateurs, intègre plus de gens, donc est plus démocratique, donc plus dynamique, donc plus rentable, donc plus générateur de richesse, donc plus porteur d'avenir. Un miséreux, ça coûte cher, ça fait mal moralement. Si on regarde la société contemporaine, on voit que les gens, quand ils voient un SDF, ils tournent la tête. Ils tournent la tête pourquoi? Parce qu'ils souffrent. S'il n'y en avait qu'un de SDF, il n'existerait pas ce SDF. Parce que toute la population, là, à Paris, les gens, ils verraient un SDF, ils le prendraient, ils le prennent chez eux, il n'y a pas de problème. Oui, mais il y en a 15 000. Il y en a partout, il y en a dans tous les coins de rue. Quand c'est pas un SDF, c'est une mendiante roumaine, c'est un drogué, c'est cette misère humaine, il n'y a pas le choix. Chacun est tout petit face à cette misère, alors on tourne la tête. Et c'est une souffrance, ces gens souffrent. Et donc des millions de gens souffrent, et donc ça fait souffrir la société. Ça coûte une fortune, ça fait que tout le monde se désolidarise des autres. On crée un environnement de malaise, où tout le monde accuse tout le monde d'être à l'origine de cette souffrance. Alors que d'abolir la misère ne coûte rien, ça rapporte. Sortir quelqu'un de la rue, ça rapporte. Parce qu'on en fait un acteur de la société. Et donc, le capitalisme aujourd'hui, tel que décrit par Adam Smith, n'existe pas. Puisque on constate, les gens le disent, hein, ça se dit, le marché n'est pas contrôlé par la masse, il n'est pas contrôlé par le consommateur. C'est une petite élite au sommet qui décide du marché. Et le marché finit par s'auto-réguler. Mais après passer par une crise. D'abord, on a investi pour le préserver, ensuite on a lutté, machin, gna gna gna. Pendant ce temps, dans le bas de la société, ça souffre. L'État s'organise en créant de la dette pour compenser les pertes, etc., etc., etc. Puis finalement, quand on n'arrive plus à tenir le marché, pam, il s'effondre. Et c'est l'autorégulation. Dans un monde normal, dans un système tel que décrit par les grands auteurs, eh bien, pour paraphraser Coluche, il suffit qu'on ne l'achète pas pour que ça ne se vende pas. Si ça ne se vend pas, il n'y a plus de marché, c'est fini. Point, le marché s'autorégule. Et on n'est pas dans ce cas de figure. L'élite décide de ce que tu achètes. Je t'arrête juste un point. Une question que les gens pourraient se poser. Est-ce que ça n'est pas la définition même du capitalisme que d'avoir une petite élite de détenteurs du capital, et puis de l'autre côté, toute la masse, ouvrière notamment, qui n'a à vendre que son temps de vie et sa force brute. Donc, en tout cas, il me semblait que Marx avait défini le capital comme étant justement le système économique dans lequel il y a une petite élite qui détient le capital de production économique, les moyens de production, et toute la masse, elle ne la détient pas. Et c'était le cas. Oui. Les gens, il y avait 2% de la population qui détenait le capital, et 80% de la population qui ne possédait tout simplement rien. Donc c'était le cas. Ce qu'il décrivait, c'était ce qu'il vivait. Il avait vécu à son époque. On n'en est plus là. Maintenant, à l'époque, il n'y avait pas de RSA, de machin, de chômage, de caisse de retraite, rien du tout. Tu ne travaillais pas, tu mourrais. Point, fini, terminé. C'était aussi simple que ça. Il n'y avait rien, il n'y avait personne pour t'aider. Personne pour t'aider. Donc il vivait là-dedans, il baignait là-dedans, Karl Marx. Donc ça fait que
Le capital, il n'est détenu que par ceux qui le possèdent. Et c'est ça son problème. Et c'est ça qui n'est pas normal. Parce que le principe même du capitalisme, c'est que ceux qui détiennent ce capital le partagent avec les autres au travers de l'outil de production. Si ça ne se fait pas, ça ne fonctionne pas. Et nous sommes dans ce système dysfonctionnel. Notre économie est dysfonctionnelle, elle ne peut pas Donc, fonctionner. ce que tu veux, c'est rendre possible le partage des moyens de production avec l'ensemble de la société. Pas seulement des moyens de production, la contribution à la société. C'est-à-dire que tout le monde, le peuple, doit pouvoir tracer l'avenir qu'il souhaite pour lui au travers de ses décisions, pas au travers des questions qu'on veut bien lui poser, et puis qu'éventuellement il maîtrise mal. Non, le peuple doit pouvoir tracer il doit pouvoir tracer sa route. C'est-à-dire qu'il doit décider de ce qu'on lui vend, de ce dont il a besoin. Il doit pouvoir décider de tout un tas de choses. C'est lui qui doit orienter la vie de la société. Il oriente sa vie. En orientant sa vie, ça la confronte aux autres qui orientent eux-mêmes leur propre vie. Et donc, on crée une voie globale, un compromis par opposition au système où les élites créent leur voie et les autres ils se démettent pour la suivre. Voilà. Aujourd'hui, on en est là. Oui. C'est ni plus ni moins. On a une élite qui trace sa voie à elle, et les autres, ils se démerdent pour la suivre. Si on en sort, on est mort. Voilà. Et c'est quelque chose qui est inacceptable. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tant qu'on était dans un système comme dans les années 80, qui a perduré, on va dire, jusqu'au milieu des années 90, et ben, tout ça, ça allait très bien. Parce que, ma foi, si on se démerdait bien, on était suffisamment bien installé dans la vie pour ne pas s'en soucier et mépriser le miséreux qui n'a qu'à se démerder. Voilà, on en était là. Mais aujourd'hui, la situation a changé parce que comme ce système se confronte à différents murs, au mur du réchauffement climatique, au mur écologique, la pollution, désormais tout ce qu'on consomme, ça peut nous empoisonner, qu'on soit riche ou pauvre. On a atteint un tel niveau de population, Nestlé fait des milliards en captant l'eau de gens qui doivent payer l'euro alors que normalement elle est sous leurs pieds et elle est délicieuse. Ils achètent de l'eau de merde parce que la bonne eau elle est consommée par une multinationale. Alors, j'ai rien contre Nestlé, mais moi je dis que ce n'est pas le pouvoir qui devrait pouvoir décider d'autoriser Nestlé à pomper l'eau. C'est le peuple qui devrait dire à Nestlé, oui, on va vous vendre notre eau, vous avez le droit d'en acheter tant. C'est le peuple qui doit pouvoir décider ça. Donc je veux dire, on n'est pas dans une démocratie globalement au sens. Alors je ne dis pas ça, c'est pas que je vais pas dans le même sens de ceux des militants primaires qui disent nous ne sommes pas dans une démocratie. Si, on est en démocratie, mais nous ne sommes pas dans une démocratie telle qu'elle doit fonctionner. C'est-à-dire que si le peuple a le pouvoir d'élire, il a le pouvoir de voter, il ne trace son avenir qu'au travers des propositions qui lui sont faites. Il ne fait pas, lui, les propositions. Les propositions que fait le peuple n'existent pas. Il y a des politiques qui font des propositions, puis le peuple choisit le politique en fonction des propositions, puis après, ce politique, dans ce système démocratique, fait que le peuple a élu un président qui lui a fait des promesses. Donc théoriquement, le président devrait pouvoir respecter sa parole et ce que le peuple a fait, mais si l'Assemblée n'est pas d'accord, alors ça ne passe pas. Donc ça bug, ça bug. Le peuple a élu le président, puis après il attaque le président parce qu'il ne respecte pas sa parole. Oui, mais l'Assemblée ne veut pas. Et si le président fait quand même, malgré le fait que l'Assemblée ne veut pas, on vient prétendre que la démocratie ne marche pas. Mais pourtant, on a élu le président pour qu'il fasse ce qu'il a imposé à l'Assemblée. Donc seulement s'il respecte l'Assemblée, du coup, il ne fait pas ce pourquoi il était élu. Donc il n'y a pas ça veut dire que le peuple ne trace pas sa voie. Il ne peut pas faire de propositions, et les propositions qu'on lui fait ne peuvent pas être mises en vigueur. Si elles ne plaisent pas à un ensemble, donc c'est pas possible, c'est complètement dysfonctionnel. Et la solution, elle est simple en fait. Ça veut dire qu'il faut que le peuple y fasse. C'est le RIC, ça, c'est quoi? Ah non, c'est pas le RIC, non, justement pas. C'est sûr que pas le RIC, non. Alors c'est quoi pour toi? Le RIC est un très gros risque. Quelle est la solution qui permettrait ça? Que le peuple fasse. Alors c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Parce que la population aujourd'hui consciente de tous ces murs, des murs écologiques, des murs du réchauffement climatique, elle voit du plastique partout, alors la population, elle gueule, elle descend dans la rue, puis elle en appelle à mettre fin au suremballage. Fin à l'emballage plastique. Moi c'est très bien, je suis contre, je veux dire, il faut arrêter tout ça. Je suis même pour qu'on interdise par exemple les pré-emballages de 2,5 kg d'orange. Tu achètes 2,5 kg d'orange, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais il y en a toujours une qui est pourrie dans le tas. Elle est archi mûre, tu arrives chez toi, tu as 2 heures pour la bouffer.
Donc pourquoi? C'est parce que dans les centres de packaging, ils ont les archimures dont ils ne savent pas quoi faire, ils ne pourraient plus les vendre. Alors ils font des packages, et puis comme ça, ils en mettent une à chaque fois dans chaque package. Puis comme ça, ben, ils ont écoulé quand même leur merde. Alors ça fait que sur 2,5 kg, tu avais 8 oranges, puis sur 8 oranges, tu en as acheté 2. Une parce qu'elle est pourrie tout de suite, l'autre parce qu'elle est pourrie dans 3 jours, et voilà, terminé. Et eux, c'est du gaspillage alimentaire. Tu interdis les packages d'oranges, qu'il n'y a plus de gaspillage, c'est les oranges. Ils vont se démerder pour que ça soit vendu, hein, voilà, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir de la perte. Donc, donc moi, je sais dire si je suis contre le suremballage, mais l'emballage, c'est des millions d'emplois. C'est des millions d'emplois. Les gens, ils gueulent contre le suremballage, tout en manifestant pour avoir de l'emploi parce qu'ils en ont besoin pour bouffer. Seulement, l'emballage, c'est de l'industrie qui extrait du pétrole, c'est de l'industrie chimique qui fabrique du plastique, c'est de l'industrie qui lamine ce plastique pour en faire des feuilles machin, c'est de l'industrie qui fabrique de l'encre, c'est de l'industrie qui imprime ce plastique, c'est de l'industrie qui découpe ce plastique, c'est de l'industrie qui emballe les légumes, et tout ça c'est transporté par des camions, donc c'est des chauffeurs de camions, c'est des centres logistiques qui gèrent tout ça, c'est des millions d'emplois, des millions. Rien que l'emballage des aliments, juste des aliments, juste les fameuses barquettes, les machins, c'est au moins 4 millions d'emplois en Europe. Donc ça veut dire que si on met fin à l'emballage, on résout un gros problème écologique, sans forcément compromettre la croissance, je vais expliquer après pourquoi. Mais alors on crée une perte d'emploi. On a là la preuve que le problème de l'écologie, ce n'est pas la croissance, mais l'emploi. La croissance, elle est résolue. Après, elle est simple. On peut imaginer que les barquettes vendues de fraises vendues non emballées, on a juste une barquette en carton parfaitement recyclable avec quelques fraises, il n'y a pas de plastique autour, il n'y a pas de 2 barquettes qui ont été suremballées avec encore un gros scotch autour, puis avec encore une étiquette qui peint. Tout ça, c'est tout du travail, c'est juste du travail en fait. Eh bien, on vend que la barquette, c'est pareil, voilà. Donc on a réduit 65% des emplois, mais on vend la barquette au même prix que si elle avait été suremballée. Donc on facture quand même l'emballage quelque part. Quand on achète une barquette de fraises 4,50 €, les fraises elles sont payées 65 centimes au producteur. Il y a 1,50 € qui partent pour les centres logistiques, les salaires des vendeurs, les machins, le reste c'est de l'emballage. Hein. C'est des frais, quoi. C'est de la facturation. C'est pas que le supermarché se met 4 € dans la poche, quoi. C'est pas vrai. Hein. Le supermarché, il doit payer ses infrastructures. Donc, les ouvriers qui ont bâti les infrastructures, si on met fin au supermarché, tous les gens appellent au circuit court. Les circuits courts, c'est la fin de millions d'emplois. Le circuit court, c'est le producteur qui se met dans la poche les salaires de ceux qui vendraient le produit si on n'était pas dans le circuit court. Les camionneurs, les vendeurs, les hôtesses de caisse, les directeurs de magasins, tout le monde, les comptables qui font la comptabilité, les maçons qui ont bâti le supermarché, etc., etc., etc. C'est toute une industrie qui s'effondre. Il y a des industries gigantesques qui n'existent que pour fabriquer des pales blanches qui servent à créer des hangars. Ces hangars immenses qui donnent des supermarchés. Il y a des industries entières. On supprime les supermarchés, on supprime ces industries. Je veux dire, voilà, c'est tout. Ces industries créent des milliers d'emplois. Donc il faut être bien conscient de ce fait, mais ça fait que la croissance, elle, en réalité, n'est pas concernée par le volume produit, mais par la valeur ajoutée du volume produit, ou par son prix de vente, ça va par sa valeur. C'est-à-dire que si la barquette elle est vendue 4,50 € suremballée, ou qu'elle est vendue 4,50 € non suremballée, eh ben, on a créé la même valeur. Par contre, on a plus de marge dessus, donc on peut la redistribuer. Et donc, alors après, ça peut être plus d'impôts, je sais pas, ça peut être une taxe, ça peut être un autre moyen de distribution. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que la barquette soit vendue, on dirait en pièces détachées, je sais pas, on peut imaginer un autre système de distribution. Il y a tout un tas d'options, mais on intègre le fait qu'on peut redistribuer cette richesse, puis donc permettre d'exploiter la population qui a été libérée de cet emploi, qui ne servait à rien, puisque ça servait juste à produire du suremballage qui pollue, pour construire la société. Et si tu réfléchis bien, la chose elle est logique. À chaque siècle, il y a eu sa transition sociétale. Et donc, si tu remontes au XVIIIe siècle, on a vu apparaître la révolution industrielle. Ça a amené il y a eu la révolution française à la fin. Alors on va dire que la première transition sociétale moderne, c'est celle du début du 19e siècle, où le paysan qui était frustré inculte est confronté depuis 50 ans, depuis le 18e siècle, la révolution industrielle, l'arrivée des machines,
s'est retrouvé désœuvré dans ses campagnes. Donc il est monté à la ville, c'est l'exode rural. Il est monté à la ville pour se chercher du travail parce qu'en ville, il n'avait plus de quoi bouffer. Hein. Il arrivait des moissonneuses-batteuses. Donc en réalité, au lieu d'avoir des faucilles et puis de faire des gerbes de blé, ben, on fauchait carrément, on faisait un champ, au lieu d'avoir 40 personnes qui fauchaient un champ de 3 hectares, on en avait plus que 2 ou 3. Donc voilà, ils étaient des ouvriers, ils sont allés à l'usine. Pour la première fois, ça créait des ouvriers qui avaient un salaire. Ces gens ne savaient ni lire ni écrire. Ils représentaient le gros de la masse. La technologie ne permettait pas d'y suppléer. Il les fallait, ils étaient nécessaires. Il n'y avait pas Clark, par exemple. Hein, il y avait pas de... Les caristes n'existaient pas. Hein, il fallait... Les marchandises, ça se transportait à bras, avec des grues à bras. Il n'y avait pas de grue électrique partout, des machins. Voilà. Donc ces gens sont montés à la ville. C'était la révolution, la première transition sociétale de la révolution industrielle, de la vapeur. Le paysan fruste et inculte est devenu un ouvrier salarié qui gagne de l'argent. Au XXe siècle, on a eu l'apparition du pétrole et de l'électricité, le déploiement. C'est la révolution industrielle du pétrole et de l'électricité. Elle a offert la puissance. Donc la société s'est développée. Ce paysan fruste et inculte devenu ouvrier est devenu citoyen. On l'a éduqué, il a accédé à la culture, la santé, la démocratie, il s'est mis à voter. Avant, on ne votait pas. Au XIXe siècle, s'installait un notaire dans un village, il était membre du conseil municipal. C'était la démocratie plurale. Hein. Au XXe siècle, on vote. On élit son conseil municipal, on vote pour son président, pour son député, etc. C'est nouveau. Et donc, ça fait que la cognition a explosé au XXe siècle. Ça fait qu'on a une population qui est éduquée, qui est capable de s'informer, qui est capable de lire, qui est capable d'apprendre. Et ça a duré jusqu'à la fin du siècle, hein, jusqu'à la fin du XXe siècle. Et donc, on notera bien que c'est grâce à l'énergie qu'on peut libérer du temps pour les humains pour faire autre chose que de bêcher la terre, toute la journée, etc. L'énergie offre cette énergie. Donc si on régresse énergétiquement, la conséquence, c'est effectivement forcément une régression sociale et culturelle au final, puisque les humains n'auront pas le temps qui est libéré par l'énergie à disposition pour la culture, l'invention, la science, et développer toutes les technologies qui permettent d'aller encore plus loin. Oui, là maintenant, c'est un cercle vicieux. Même ceux qui cultivent leur potager, là, dans ces communautés décroissantes idéalistes, ne réalisent pas que la binette qu'ils ont fabriquée vient de Pologne. Elle a nécessité une grosse industrie pour l'extraction du minerai, machin, son épuration et tout. Je veux dire, il y a énormément d'énergie et de savoir-faire dans cette binette. Et là, l'industrie disparaît, donc très vite, on revient au silex. Hein, je veux dire, parce qu'une fois que les binettes seront usées, la matière n'existe plus. Ça, parce qu'on en vient presque, avec tous ces discours écolos, collapso, décroissants, à penser que l'énergie, c'est un mal. Or, l'énergie, c'est ce qui permet précisément de libérer l'être humain pour qu'il développe son vrai potentiel. Parce que le destin de l'être humain, ça n'est pas de cultiver la terre toute la journée comme un miséreux. Ce qu'on a fait pendant des siècles. Et c'est l'énergie qui nous a libérés de ça. Voilà. Donc aujourd'hui, l'énergie sur laquelle on est basé, le pétrole, elle a plusieurs problèmes et donc on va devoir en changer, mais il ne s'agit pas de régresser dans la quantité d'énergie dont on a besoin. Parce que ça aboutirait forcément à une régression culturelle, sociale, etc. Voilà. Et donc le XXe siècle nous a apporté la capacité de développer d'autres énergies comme le nucléaire, mais aussi on a amélioré l'éolien. L'éolien, on l'a amélioré en 15 ans de plus de 30%. Le photovoltaïque, il s'est amélioré, on l'a augmenté de au moins 40%. Et il s'apprête à être multiplié par 3 ou par 4 dans les 5 prochaines années. Donc on va augmenter la puissance des panneaux photovoltaïques d'au moins un facteur 3 dans les 5 à 10 prochaines années. Donc c'est énorme. Et ça, c'est grâce à cette explosion cognitive au cours du XXe siècle. Donc on acquiert l'énergie propre de l'avenir qui arrive. Et donc, l'homme a fini par développer des technologies qui ont amené la révolution numérique. Et à la révolution numérique, ce qui est nouveau, c'est qu'enfin, l'homme a non seulement la capacité d'interagir avec les autres, d'interagir autrement que dans un bal populaire pour se trouver sa femme, pour faire sa descendance, pour l'aider à travailler dans les champs, mais bien à interagir sociétalement avec les autres, c'est-à-dire à construire la société. On l'a éduqué, on l'a instruit pour ça, on l'a informé pour ça. Même s'il y en a qui prétendent, oui, on ne nous informe pas, avec LMC Today, je prouve que l'information elle y est. On me dit souvent, oui, pourquoi les médias n'en parlent pas? Alors moi je vais sur LMC Today, je tape le mot-clé qui va bien, puis plom, je partage les médias, ils en parlent. Oui, alors après, bon, il faudrait distinguer le fait d'en avoir parlé dans une petite rubrique et puis le fait de l'avoir vraiment mis en avant
comme on fait quand il y a un attentat. On le met à la une et puis pendant des semaines, on nous matraque les images. C'est une survalorisation. Oui, mais là, on a des petites nouvelles éparpillées sur le web, dans des sites très experts. Non, c'est pas vrai, je te parle de grands médias qui partagent des choses. Mais dans des rubriques un peu secondaires par rapport à ce qu'on ça passe sur Facebook. Ça passe sur Facebook. Le problème, c'est que l'attentat, on le lit. Ouais. Alors que le reste, on ne le lit pas. Voilà. C'est pas que le média n'en a pas parlé. Nous, on veut éduquer aussi les gens à avoir un autre focus que celui de quand ça fait peur, ça intéresse les gens. Voilà, c'est ça. Bien quand c'est rigolo, ça intéresse. Il faut qu'ils lisent l'information parce qu'elle existe. Il y a une information pertinente, intelligente, qui est constructive et c'est ça qu'on voudrait faire valoir. Mais quand tu as une découverte technologique qui apparaît, tu ne peux pas en faire un tabac pendant une semaine, c'est pas possible. Je veux dire, c'est juste un élément disparate parmi d'autres. Ou alors il faut qu'on crée un courant constructif qui permette justement de le mettre en avant. Mais c'est pas le rôle des médias. Le rôle des médias c'est pas de faire ça. Ils ne peuvent pas le faire, c'est pas possible. Il y en a tellement. Il faudrait le monde, il serait comme ça épais que les gens ne le liraient même plus. Donc ça sert à rien. Je veux dire, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en parlent pas. Les médias en parlent. Le problème, c'est que tout ça est perdu dans l'océan d'infobésité. Et il faut aussi un travail pour amener ces nouvelles, les marqueurs, comme on dit, les marqueurs historiques, pour les mettre en avant, pour que les gens aient bien conscience que cette information-là, elle n'est pas au même niveau que tout ce que vous voyez passer. Ça, c'est crucial. Quand quelqu'un trouve une perspective pour rendre les déchets nucléaires non radioactifs, c'est un marqueur historique. Ça existera peut-être dans 15 ans, dans 20 ans, mais en attendant, cette nouvelle ouvre des possibles en termes d'évolution. Et c'est ce que je fais depuis tellement d'années. Et ça a un autre avantage, c'est que moi je suis en mesure, grâce à cette collecte de données, à cette curation, de créer une prospective. C'est-à-dire que je peux mettre en perspective l'évolution d'un élément donné. Par exemple, j'ai stocké une newsletter, la capture d'écran d'une newsletter de 2011, où on ne parle pas d'impression 3D, tout ce qui existe aujourd'hui n'existe pas en 2011. 2011, c'est pas vieux. Hein. Donc le monde a radicalement changé depuis 2011. Alors que ça fait que 8 ans. Et donc j'ai gardé cette capture d'écran. Et moi je suis capable donc de mettre en perspective, par exemple, les projets qui sont faits sur le nucléaire, les décisions qui ont été prises. Je suis capable de prouver qu'on est en train d'organiser la société pour imposer le nucléaire, pour satisfaire des lobbies, quoi. Je veux dire, voilà. Je suis en mesure de le prouver. Mais ça ne veut pas dire que je sois complètement réfractaire à tout, puisque justement je défends par exemple le fait qu'on peut annihiler les déchets. Justement, j'ai partagé l'article de Gérard Mourou, un article qui traite de Gérard Mourou, je l'ai commenté, voilà, et je le mets en avant à la première occasion. Donc je veux dire, mais je le mets à la première occasion pour montrer que l'espoir n'est jamais perdu, jamais. Moi, Gérard Mourou et ses acolytes ont inventé un laser qui est capable de réduire les isotopes radioactifs et donc de neutraliser les déchets nucléaires pour les rendre inactifs en 30 minutes, au bout de 30 minutes. Au lieu d'être radioactifs pendant 1 million d'années, ils le sont pendant 30 minutes. Ça fait quand même une sacrée différence. Ça fait une sacrée différence. Ça fait qu'il n'y a plus de déchets. Ouais. Alors moi, j'imagine des balayeuses, là, on sait que la France est radioactive de partout parce qu'on a mis des gravats, on a répandu des gravats qui sont légèrement radioactifs un peu partout. Si on se promène avec un compteur GGR, on voit que partout il y a de la radioactivité en France, mais qui n'est pas un seuil dangereux, hein, ça ne la rend pas toxique, mais on peut décontaminer. Ça fait que là, on peut imaginer une rampe de laser qui va décontaminer les terrains. Ça veut dire qu'on pourra décontaminer après peut-être les centrales nucléaires, etc.